Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Josiane Bergeron, coordonnatrice du projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie. Merci d'être avec nous ce soir, d'avoir fait une petite place dans votre routine familiale là, pour nous écouter en direct. On est rendu environ, on est près de 80 personnes qui sont branchées actuellement. Vous êtes plus de 350 parents à vous être inscrits au webinaire de ce soir pour pouvoir recevoir les informations de diffusion et réécouter le tout là, quand ça va vous convenir. Mais vous aurez la chance, vous, en étant présent avec nous ce soir, là, de pouvoir poser vos questions en direct à notre conférencière. Alors, c'est notre organisation, le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie, qui est derrière l'organisation du webinaire de ce soir. C'est un webinaire qui s'inscrit dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Vous en avez possiblement entendu parler, soit via l'école de votre enfant, soit sur les médias sociaux. En fait, cette semaine, dans tout le Québec, c'est cinq journées dédiées à la persévérance scolaire. Donc, c'est une grande campagne nationale qui a pour but de mobiliser l'entièreté de la société québécoise autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Puis cette année, c'est certain que ces journées-là s'inscrivent là, dans un contexte bien spécial où la motivation et la persévérance scolaire de nos jeunes là, sont mis à rude épreuve. On est plusieurs à être inquiets pour la réussite éducative de nos jeunes. Les parents, vous êtes les premiers inquiets à cet effet-là. C'est dans ce contexte-là qu'on a décidé, nous, d'organiser une série de webinaires, donc des rendez-vous quotidiens sur différentes thématiques qui touchent la réussite éducative pour outiller le personnel enseignant, les intervenants de tous les milieux, mais aussi les parents. Et le webinaire de ce soir, il a spécialement été conçu pour les parents. Il est d'ailleurs organisé en collaboration avec les comités de parents des 3 centres de services scolaires francophones de la région de l'Estrie, ainsi que la commission scolaire Eastern Townships. Et il est là pour objectif de vous aider à créer un espace bienveillant dans vos maisonnées. On n'a probablement jamais passé autant de temps avec notre famille dans les derniers mois, isolés de nos proches, de nos amis. Et on sait que l'environnement familial influence grandement la réussite éducative de nos jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on organise le webinaire de ce soir. Avant de débuter, j'ai un court sondage pour vous. Ma collègue va lancer le sondage. Je vais vous inviter à y répondre. J'aimerais savoir comment vous caractériseriez-vous l'ambiance dans votre maisonnée actuellement? Alors, je vous invite à répondre comme avant, harmonieuse, plus harmonieuse qu'avant, chaotique, plus chaotique qu'avant. Donc, moi, je vois les résultats qui rentrent. Je vous dirais qu'on est presque à égalité un peu partout. Ça continue de rentrer. Donc, il y a quand même une petite tendance qui se dégage. C'est super intéressant de voir le tout. Vous êtes 36%, le 37 même, à caractériser l'ambiance de votre maisonnée comme avant. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Vous êtes 25% à la nommer comme étant harmonieuse. Pour certains, c'est un peu plus difficile, c'est plus chaotique qu'avant, mais on a quand même une majorité de parents qui trouvent que l'ambiance de la maisonnée est, je vous dirais, comme avant, ou vous la caractérisez de façon harmonieuse. Donc, je suis très contente d'entendre ça. Puis le webinaire de ce soir va vous donner encore plus d'informations, plus d'outils pour avoir une maisonnée bienveillante. Juste avant de commencer, je vais faire un bref survol là, de certaines consignes techniques. On est en mode webinaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre. Par contre, là, on va se trouver des façons quand même d'interagir ensemble ce soir. Puisqu'on est très nombreux, on a désactivé la fonction lever la main. Par contre, vous avez la fonction question-réponse qui a été activée. Donc, si vous bougez votre souris dans le bas de l'écran, vous allez la voir apparaître. On vous invite à inscrire vos questions en continu dans cet onglet-là. Ma collègue Lisa là, va rassembler toutes les questions et va les ramener à notre conférencière à la fin du webinaire. Puis notre conférencière va même en prendre quelques-uns en cours de route. Alors, n'hésitez pas, il y a des idées qui vous viennent, il y a des questions qui vous viennent en tête, posez-les au fur et à mesure. Et vous avez aussi l'onglet discussion ou chat pour ceux qui ont les versions anglaises, où est-ce que vous pouvez là, en continu émettre des commentaires, des réactions sur la présentation de Joël.
Finalement, juste vous rappeler que quand vous écrivez quelque chose, c'est public, donc tout le monde le voit. Et finalement, le webinaire de ce soir, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il est enregistré. Donc, le lien d'enregistrement ainsi que la présentation PowerPoint va être envoyé à tous les parents qui se sont inscrits là, à la conférence de ce soir. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter notre conférencière. Alors, j'inviterai Joëlle Lepage à ouvrir sa caméra. Donc, Joëlle est coordonnatrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. Elle a une formation en psychoéducation et elle a été dans le milieu de la pratique pendant plusieurs années avant de devenir coordonnatrice au Centre RBC. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre, il est situé à l'Université de Sherbrooke, ici en Estrie, et il a pour mission de favoriser la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle, puis de mettre en commun toutes les expertises de la communauté dans le but de répondre de la façon la plus optimale possible aux besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui présentent des risques de problématiques associées à la santé mentale. Le centre travaille étroitement en collaboration avec les membres de tout plein de milieux du réseau de la santé, de l'éducation, des organismes communautaires pour mettre en place tout plein de stratégies qui visent à répondre aux besoins des jeunes en matière de santé mentale. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole, Joëlle. Bon webinaire à tous et bonne soirée. Merci, Josiane. Bonjour à tous. Je vais juste afficher la présentation, afficher mon clavardage. Voilà. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Josiane vous l'a un peu dit, mais je vous le redis juste parce que c'est très important pour moi. Là, c'est toujours un peu particulier de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir interagir avec vous, donc de parler un peu à mon écran. Donc, gênez-vous vraiment pas pour utiliser là, le fil de discussion, le chat, pour réagir, pour mettre vos commentaires, mais aussi pour échanger sur des outils que vous avez qui fonctionnent bien à la maison. Donc, je vais parler de certains termes, mais s'il y a des trucs que vous avez, puis que vous utilisez, puis que vous aimeriez partager, bien, c'est la place là, sur le fil de discussion. Gênez-vous pas, puis ça va faire bénéficier tout le monde. Puis ça va créer là, une petite atmosphère d'entraide. Donc, ce soir, on va parler d'abord de la bienveillance envers soi. Comment, comme parent, on peut être indulgent envers soi dans tous les jours, mais encore plus dans le contexte actuel. On va regarder là, quelques stratégies de gestion de stress ou comment on peut adresser le stress dans notre famille. On va parler des conflits dans la fratrie. Puis on va regarder comment survivre à la gestion des écrans. Et aussi, on va survoler comment mettre en place là, un plan de match familial qui va respecter les besoins de chacun puis qui va être bienveillant envers chacun. Donc, un petit mot sur la pression en temps de pandémie, mais j'ai le goût de dire la pression en tout temps. On est vraiment dans la société, on est une société où la performance, elle est vraiment mise de l'avant, hein, elle est valorisée. Ça nous amène des fois à se mettre des standards très élevés. On veut être des parents, des bons parents, des parents qui ne montent pas le ton, des parents qui agissent toujours correctement envers leurs enfants. On veut être des bons travailleurs, souvent on veut en faire plus avec moins, on veut être des bons conjoints, des bons conjointes, puis on ne veut pas oublier de prendre du temps pour soi, puis s'épanouir. Donc, ça nous met on a tendance à se mettre beaucoup d'exigences comme personne. Puis le contexte actuel de pandémie a un peu exacerbé ça parce qu'il nous a enlevé certains repères. Hein? Donc, il a créé des changements, on a dû s'adapter. Donc, parfois, la pression, elle est encore plus grande. Puis on parle beaucoup d'anxiété de performance chez les enfants. Puis le message qu'on veut leur donner à nos enfants, hein, c'est que les apprentissages sont plus importants que la réussite, sont plus importants que les notes. On veut leur donner le message que on a le droit à l'erreur, que les erreurs, c'est essentiel pour favoriser les apprentissages. Puis des fois, on est bon pour leur dire ça à nos enfants, mais on est moins bon pour l'appliquer pour nous-mêmes. Si on fait juste leur dire, mais qu'on ne l'applique pas pour nous-mêmes, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, soyez indulgents envers vous, acceptez de faire des erreurs. Puis ce qu'on veut,
transmettre comme modèle à nos enfants, ce n'est pas des modèles de perfection, de gens qui ne se trompent jamais, de gens qui ne sont jamais tristes, jamais en colère. C'est vraiment des modèles d'humains imparfaits, mais qui sont capables de reconnaître leurs erreurs, qui sont capables de les nommer, de dire, sais-tu quoi, je me suis trompée, on va recommencer, d'apprendre de ces erreurs-là. On veut leur transmettre l'idée qu'on est parfois stressé, qu'on a une grosse journée au travail, on arrive à la maison, on est fatigué, on peut leur dire. Puis le modèle qu'on veut leur donner, ben, c'est pas de ne pas vivre ces émotions-là, c'est plutôt de dire, ben, je suis stressée, mais voici les stratégies que je vais mettre en place pour essayer de me calmer puis passer une belle soirée avec vous. Donc, le message que j'ai le goût de vous dire, c'est d'emblée, soyez d'abord bienveillants envers vous pour être bienveillants envers vos enfants. Des fois, comme parents, on veut tellement le bien-être de nos enfants qu'on a l'impression que le temps qu'on prend pour prendre soin de nous, on l'enlève à nos enfants. Mais c'est totalement le contraire. Le temps qu'on prend pour prendre soin de nous puis être bien nous-mêmes, on le donne à nos enfants. On le voit là rapidement. Je suis certaine que il y en a plusieurs d'entre vous là, à qui c'est arrivé. Hein? Pensez à un matin où vous êtes stressé, puis que vous êtes pressé parce que vous devez vous rendre plus tôt au travail ou parce que vous avez une grosse journée au travail. Puis là, on est pressé puis on veut partir. Puis ça nous stresse. Souvent, nos enfants, dans ce temps-là, ça va pas bien, ils n'écoutent pas bien nos consignes, etc. Donc, ils sentent ce stress-là. Puis quand on est détendu, puis qu'on est moins pressé, puis ben c'est là qu'ils coopèrent le mieux. Donc d'abord, prendre soin de soi, puis c'est du temps qu'on va donner à nos enfants, puis c'est de la qualité qu'on va donner à nos enfants. Un petit mot en lien avec le stress. Le stress, c'est une réaction d'alarme à une situation qui est concrète et qui est réelle. Le stress va nous amener la vigilance nécessaire pour prendre les bonnes décisions quand on vit une menace ou qu'on a une menace, qu'on perçoit une menace. Par exemple, si je me promène dans la forêt puis je tombe face à face avec un ours, bien, j'espère que je vais être un peu stressée parce que si je ne suis pas stressée du tout et que je vais flatter l'ours, bien, je vais me mettre en danger. Donc, le stress est notre ami. Puis on a tendance à l'oublier, cette partie-là. Hein. Souvent, on voit le stress comme étant négatif. Mais le stress est notre ami dans plusieurs situations, puis il est essentiel à notre survie. Par contre, quand on a trop de stress, soit qu'on vit un cumul de stress, donc là, on peut penser là, à un enfant, par exemple, qui chicanerait avec ses parents le matin, arrive à l'école, a un examen, apprend que son meilleur ami va déménager. Donc là, c'est plusieurs stress en même temps, ou un stress qui est prolongé, donc quand on se retrouve dans des situations où on vit un stress jour après jour, ou quand il y a un stress trop intense, là, une situation d'agression, une situation d'intimidation, bien là, on bascule un peu dans le trop de stress. C'est là où ça nous amène à nous épuiser, à nous désorganiser, ça peut amener d'autres problèmes de santé. Puis dans la situation actuelle, bien, la situation de pandémie, c'est une situation de stress, une situation réelle qui peut être perçue comme une menace. Ça commence à durer, hein? On s'en va sur le 1 an bientôt. Donc, on a quand même plus de chances de se retrouver dans le bout de la courbe où on dit « Oh, on vit trop de stress ». La situation de pandémie, elle a amené certains stress supplémentaires chez certaines familles aussi, là, des pertes d'emploi, etc. Par contre, puis je trouve ça vraiment intéressant, le sondage du début, parce qu'on a tendance à entendre beaucoup ce discours-là que la pandémie amène beaucoup de stress, beaucoup de détresse, etc. Puis c'est vrai chez certaines personnes. Mais par contre, chez d'autres personnes, ça n'a pas cet effet-là. Certaines personnes se retrouvaient dans le bout de la courbe, le trop de stress avant la pandémie. La situation de la pandémie a, au contraire, amené ces gens-là à ralentir, à passer plus de temps en famille, à découvrir des nouvelles stratégies, jouer dehors, puis ils vont avoir fait des apprentissages positifs sur leur vie. Puis on le voyait hein, tantôt dans le sondage, pour certains, la situation est plus chaotique. Pour certains, ça n'a rien changé. Puis pour certains, bien, la situation est plus harmonieuse. Donc, on se situe tous à des endroits différents sur cette courbe-là. Puis c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour nos enfants aussi. Donc, si on regarde là, la courbe inversée du stress, on voit bien qu'au début, hein, le pas du tout de stress, là, comme tantôt je disais, si on rencontre l'ours et on n'a pas du tout de stress, bien, on n'a pas la vigilance pour faire face à cette situation-là.
C'est la même chose si notre enfant a un examen, puis il n'y a pas du tout de stress, bien, il ne sera pas mobilisé pour étudier, pour se mettre en action. Donc, il en faut un peu du stress. Donc, si on n'a pas du tout de stress, on est apathique. Après ça, le stress augmente jusqu'à temps qu'on soit dans le haut de la courbe où on performe bien, on est vigilant, notre niveau de stress est bien dosé, il est en quantité raisonnable. Puis après ça, bien, si ça continue à monter, le stress, bien là, nos performances descendent. Donc, on se situe tout à un endroit ou à un autre de cette courbe-là. Si on voit que nous ou un de nos enfants, on est à l'extrême de la courbe dans le trop de stress, bien là, c'est là où il faut se questionner puis dire, OK, est-ce qu'il y a des stress que je peux éliminer d'abord dans ma vie? Il y a certains stress sur lesquels on a du pouvoir. Donc, on peut faire le ménage un peu. Puis, il y a des stress sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Donc, à ce moment-là, est-ce que je peux mettre en place des moyens pour essayer d'atténuer l'impact de ces stress-là sur moi ou sur mes enfants? Donc, on va en voir quelques moyens ensemble. Bien, d'abord, hein, si vous regardez la photo, d'abord, le premier moyen, c'est de dire bien, les stratégies qu'on va voir, les stratégies de gestion de stress, bien, vous pouvez les essayer pour vous, mais vous pouvez les essayer avec vos enfants. Puis ça, bien, des fois, on oublie, hein, on suggère à nos enfants d'essayer telle chose, mais si on le fait avec eux, bien, premièrement, ça les encourage. Deuxièmement, bien, ça nous fait du bien à nous aussi. Donc, ça peut être une stratégie s'ils veulent. Des fois, nos ados ne veulent pas, puis c'est correct aussi, ils peuvent le faire dans leur chambre, mais s'ils veulent, on peut le faire avec eux. Donc, je vous ai mis certains moyens que vous pouvez utiliser là, comme moyen de gestion de stress. Il y en a plusieurs. Ce n'est pas une liste exhaustive que je vous ai mis, mais on connaît les bienfaits de l'activité physique sur la réduction du stress, yoga, il y a des exercices de respiration. La respiration diaphragmatique, là, pour les petits, on l'appelle la respiration bedon. C'est vraiment de respirer avec notre bedon au lieu de respirer avec notre cage thoracique. La cohérence cardiaque, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que les adolescents aiment souvent, puis même les jeunes enfants aiment ça. Si vous tapez cohérence cardiaque là, sur YouTube, vous allez avoir plein de vidéos. Il y a des applications aussi que vous pouvez mettre en lien avec ça. Puis, ce que c'est, là, c'est que souvent, c'est une balle qui monte puis qui descend, puis on module notre respiration. On inspire quand ça monte, puis on expire quand ça descend. Ça ralentit notre rythme cardiaque, ça l'induit vraiment un état de détente en très peu de temps, là, 5 minutes, puis on a déjà des effets. Donc, ça, c'est intéressant à aller voir. La contraction musculaire, de prendre une balle de stress, de serrer fort dans nos bras, puis de relâcher, par exemple, ça peut être d'autres moyens. Puis là, tu sais, on se promène là, sur YouTube, mais toutes sortes de méditations, de relaxation, de musique douce, des histoires relaxantes. Puis on peut aller plus dans le physique, là, la danse, le dessin, le chant, tous les arts, ça peut faire des stratégies de gestion de stress. Rire, on oublie des fois, mais rire avec notre famille, rire avec nos amis, écouter un spectacle d'humour, donc ça peut être une stratégie de gestion de stress. Puis de plus en plus d'études qui démontrent là, les bienfaits de la nature aussi sur la réduction du stress. Donc, aller se promener en forêt, aller prendre des marches, sortir dehors, c'est vraiment prouvé là, comme étant efficace. Donc, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez aller explorer ces moyens-là. Sur ce lien-là, là, tous les moyens que je vous ai nommés sont expliqués pour les jeunes même. Donc, ceux qui ont des adolescents, là, vous pouvez leur lire ou aller leur montrer. Donc, ils sont expliqués, puis il y a des liens vers des audios, vers des vidéos pour vous supporter là-dedans, pour en essayer. Mais il y a deux principes à retenir en lien avec les stratégies de gestion de stress. Le premier, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de gestion de stress qui fonctionne pour tout le monde. On est tous différents. Puis, des fois, on a tendance à dire, ah, ben si moi, par exemple, la stratégie qui fonctionne vraiment bien pour moi, c'est de faire des respirations, on va tendance à inciter nos enfants à faire la même chose. On va dire, tu vas voir, ça fait vraiment du bien. Mais peut-être que oui pour eux, puis peut-être que non. Peut-être que eux, c'est une autre stratégie qui va fonctionner pour eux. Même chose pour nous, si on n'a pas encore de stratégie de gestion de stress, mais peut-être que nos amis, notre conjoint va nous en suggérer. Peut-être que ça va fonctionner, mais peut-être qu'il faut en explorer d'autres. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'on en essaye plusieurs pour voir
bien, lesquels nous fait du bien à nous. Moi, j'ai ma cocotte de 7 ans, elle aime beaucoup faire de la méditation avant de se coucher le soir. Puis elle choisit ses méditations sur YouTube, tu sais, puis c'est pas les méditations que moi je choisirais. Puis à chaque fois, je suis comme un peu déconcertée qu'elle aime ces méditations-là. Puis moi, au travail, j'ai accès à plein de belles méditations pour les enfants. Puis à chaque fois que je lui en ramène une, elle les aime pas. Donc, tu sais, c'est vraiment de voir, mais l'important, c'est qu'elle les aime puis que ça lui fasse du bien à elle. C'est pas ce que moi j'aime. Donc puis là, on parle de Petit Bambou là, sur le chat. C'est vraiment une belle ressource, effectivement. Petit Bambou, il y a plusieurs méditations pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Donc, premier principe. Deuxième principe, c'est que pour que ça fonctionne, une stratégie de gestion de stress, il faut la répéter. Des fois, on fait l'erreur de dire notre enfant ou nous-mêmes, on est stressé là, à côté, puis là, on dit à notre enfant qui est là, on dit respire. Mais il ne sera pas capable de respirer s'il est très stressé si ce n'est pas d'abord pratiqué à respirer. Ce n'est pas en grande situation de stress qu'on va apprendre à utiliser une stratégie de gestion de stress. Ça risque d'être beaucoup plus difficile. Par contre, si on la répète jour après jour, 5 minutes, dans des moments où on se sent bien d'abord, puis dans des moments où on se sent stressé aussi, bien là, on va être plus capable de l'utiliser, puis elle risque de mieux fonctionner que si on essaie juste de la mettre en place quand on est stressé. Est-ce que ça va pour les stratégies de gestion du stress? Sur le chat, vous pouvez me répondre. Ça va? On passe un petit peu, j'avais le goût de vous parler de l'impact de nos perceptions sur les situations. Des fois, nos perceptions nous jouent des tours. Puis j'ai le goût de vous faire un petit exercice. Puis là, je vais vous demander de répondre sur le clavardage, sur le chat. Je vais vous demander de vous imaginer que vous dormez profondément dans la nuit, puis vous vous réveillez en sursaut avec un bruit de vitre brisée. Puis vous vous dites dans votre tête, c'est un voleur. Comment vous vous sentez, puis qu'est-ce que vous faites? Vous me répondez sur le chat. Donc, vous vous imaginez que vous êtes dans la nuit, vous vous réveillez en sursaut, un bruit de vitre brisée, puis vous vous dites dans votre tête, c'est un voleur. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous faites? Je donne une claque à mon conjoint, je lui demande d'aller voir. C'est souvent la première réponse qui sort. J'envoie mon chum. Donc, je suis stressée, je vais voir, mon cœur débat, j'ai peur. Je fige, je réveille mon chum. Je stresse au maximum, j'envoie mon chum. Le cœur qui débat, je réveille mon conjoint. Le conjoint, il est utile, là, on voit. Je prends mon téléphone, je me lève, je stresse, je me lève, j'ai peur, j'essaie de réveiller mon chum. Lui, il dort peut-être plus fort. J'entends mon chien qui jappe. Donc, on a beaucoup de réactions de peur. Hein? On panique, le cœur qui bat vite, je réveille mon chum, je fige, je me cache en dessous des couvertes. Donc, on a des réactions qui sont associées vraiment à la peur. On recommence. J'appelle la police. J'avais hâte qu'il sorte celui-là. On envoie beaucoup plus vite le chum que la police, mais en tout cas. Donc, on recommence. Je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes endormi dans la nuit, puis vous vous réveillez en sursaut en entendant un bruit de vitre brisée. Mais cette fois-ci, vous vous dites « Ah non, c'est mon chat qui a fait tomber mon verre d'eau que j'ai laissé traîner sur le comptoir. » Vous vous sentez comment? Puis vous faites quoi? Je suis en colère, je sors la balayeuse, je fais le saut, je me rendors, je suis contrariée, je vais ramasser le dégât, je me sens dérangée, je vais voir, je continue à dormir, je suis fâchée de m'être fait réveiller, je me lève, mais je suis moins stressée, je vais voir les dégâts, je vais avoir le cœur qui bat parce que je me suis réveillée, mais je vais avoir de la difficulté à me rendormir parce que là, je me suis réveillée en sursaut. Mais vous voyez hein, que la réaction, elle est complètement différente. Mais pourtant, c'est exactement la même situation. On dort, on se fait réveiller avec un bruit de vitre brisée. C'est la même situation à la base. Mais la façon qu'on va l'interpréter, ça va changer complètement notre façon de se sentir et notre façon de réagir face à la situation. Et des fois, c'est une façon qu'on peut regarder, tu sais,
à la fois pour nous-mêmes, à la fois pour nos enfants, quand on perçoit une situation comme étant, ou quand on a tendance à se faire un peu des scénarios catastrophes ou à anticiper une situation difficile ou quand on voit une situation de façon négative, mais des fois, il faut se questionner sur est-ce qu'il y aurait d'autres façons que je pourrais voir cette situation-là? Des fois, il faut se challenger un petit peu puis se dire OK, est-ce que je peux remettre un petit peu en question ma façon de voir? Puis pour aider nos enfants à faire ça, parce qu'on peut aider aussi nos enfants à remettre en question leur perception, mais c'est pas de leur dire t'as-tu raison ou t'as-tu tort ou ça va-tu arriver ou ça va pas arriver. C'est de leur dire est-ce que ça t'aide de voir ça de même ou est-ce que ça t'aide pas? Si ça t'aide pas, ben, est-ce qu'il y a une autre façon de voir? Des fois, une question qui fonctionne bien avec les enfants, les adolescents, c'est de dire ben, si ton ami vivait la même situation, là, est-ce qu'il réagirait de la même façon? Comment il verrait ça? Des fois, on peut leur poser des questions juste pour nuancer un peu. Es-tu certain que c'est la seule façon que ça peut se passer? Donc, on essaie de nuancer un petit peu nos perceptions, puis des fois, mais ça peut nous aider à voir les choses de façon un peu plus positive. Avant de rentrer dans les conflits, je ne sais pas, Lisa, s'il y avait des questions? S'il y avait une question? Oui, en fait, il y avait des commentaires que je trouvais intéressants, des moyens de gestion du stress qui étaient marqués tantôt, mais je voulais les nommer. Il y en a un, c'est écouter des podcasts sur Spotify. Et quelqu'un avait nommé aussi Félix Daigle et Infuse Magazine, qui semble être de l'entraînement. Je suis allée voir rapidement ce que c'était. Et il y a une question qui est posée, est-ce qu'il y a des méditations recommandées pour les enfants? Oui, bien, il y en a vraiment des belles pour les enfants. Puis là, tu sais, comme je vous dis, c'est pas une parce qu'il faut que l'enfant l'aime. Mais effectivement, là, il y a quelqu'un qui parlait de petits bambous. Malheureusement, c'est payant là, quand on veut avoir accès à plus, mais Petits Bambous ont une section complète dédiée aux enfants qui sont vraiment intéressantes. Mais si vous allez aussi sur le lien que je vous ai mis, dans les méditations pleine conscience, on a mis un lien vers d'autres méditations aussi pour les enfants qui sont gratuites, donc vous pouvez aller les explorer. Puis si vous allez même juste sur YouTube puis vous dites méditation enfance, vous allez tomber sur plusieurs types de méditation, puis il y en a plusieurs qui sont très, très belles. Là. Des fois, c'est plus des visualisations, là, mais vraiment, il y en a beaucoup qui sont faites pour les enfants. Si vous tapez aussi là, calme comme une petite grenouille, ça c'est vraiment pour les petits, là, par exemple, là, 5, 6 ans, 7 ans, là, calme comme une grenouille, 5 minutes, c'est vraiment une belle méditation aussi. Mais encore là, moi, mes enfants ne l'aiment pas. Fait que, moi, je l'aime, mais eux, non. Fait que ça dépend vraiment des enfants. Mais il y en a plusieurs. Les conflits. On passe beaucoup de temps en famille, plus de temps en famille. C'est merveilleux. On apprend à connaître plus nos enfants. Des fois, on n'a pas le temps de passer du temps en famille. Bien là, on en a. Mais ça amène des conflits. C'est normal. On passe plus de temps ensemble, il y a plus de conflits. Donc, quand vous avez rempli là, le petit sondage, quand vous êtes inscrit, les conflits revenaient souvent. Donc, je voyais que c'était effectivement quelque chose qui vous préoccupait. Ce qu'il faut se rappeler, les conflits, c'est bien fatigant là, en tant que parent. Là, quand nos enfants chicanent, on est rarement content. Mais il faut quand même se rappeler que les conflits sont inévitables. C'est normal que nos enfants chicanent. Il faut se rappeler que les conflits sont nécessaires pour développer des relations qui sont plus justes, pour faire valoir ses droits, pour mettre en place des choses qui sont plus équitables. Les conflits aussi stimulent le développement de la personnalité de l'enfant parce que ça l'amène à s'exprimer, ça l'amène à s'affirmer, ça l'amène à connaître c'est quoi ses limites, ce qu'il aime pas. Puis les conflits, ils vont avoir un impact positif dans la mesure où ils sont gérés adéquatement. C'est là où on va, comme parents, avoir un rôle à jouer pour apprendre à nos enfants à gérer leurs conflits adéquatement. Mais l'idée, ce n'est pas de les éviter à tout prix. L'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils développent des stratégies pour les gérer adéquatement. Mais quand on sait que les conflits peuvent aussi être positifs, ils contribuent à ce que nos enfants apprennent à s'affirmer, apprennent à communiquer, apprennent à connaître leurs limites, à écouter ce que l'autre a à dire. Quand on sait qu'il y a aussi un impact positif, ben c'est tannant, mais on se dit, OK, on essaye de penser à ça la prochaine fois que vos enfants vont se chicaner.
j'essaierais de dire, ben, au moins, on se console en pensant qu'il y a du positif là-dedans aussi. Donc, comment on peut faire comme parents pour les accompagner, nos enfants? D'abord, souvent, ou parfois, ça dépend qui, mais on a tendance à intervenir trop rapidement. Des fois, quand nos enfants se chicanent, ben, si on attend un petit peu puis qu'on reste à l'écoute, ben, des fois, ils vont trouver eux-mêmes leur solution. C'est l'idéal. On les encourage à être autonomes dans la gestion de leurs conflits. Mais s'ils n'arrivent pas à trouver leur solution ou si ça dégénère, là, ben là, on intervient, évidemment. Donc, comment on peut les aider? Bien, d'abord, on leur demande de se calmer, là. Donc, des fois, des fois, ils sont tellement en colère que c'est de prendre un temps de repos puis de dire, ben là, vous allez chacun dans votre chambre 5 minutes, là, on va se calmer, puis après ça, on va se parler. Mais ça ne sert à rien d'essayer de régler le conflit si les deux enfants sont très en colère. Donc, on leur apprend d'abord à se calmer avant de gérer le conflit. Après ça, ben là, on écoute qu'est-ce que chacun a à dire. On leur demande de nommer leurs émotions. Puis ça, souvent, c'est une étape qu'on oublie. Tu sais, nos enfants, il s'est passé telle affaire, il m'a volé mon jouet, etc. Ou il m'a volé ma tablette, ou il m'a dérangé, ou peu importe. Puis là, ben, c'est lui qui a commencé, non, c'est lui, etc. Mais on oublie de leur dire, OK, mais qu'est-ce que ça te fait vivre, toi? Comment tu te sens dans cette situation-là? Comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti quand que ton frère te dit ça ou ta soeur te dit ça? Donc, des fois, c'est une étape qu'on néglige, mais quand on fait ça, on apprend à nos enfants à communiquer leurs émotions. Puis ça l'enlève un peu le blâme sur l'autre. On ramène à « je me suis sentie de telle façon ». Donc, ça, on peut leur apprendre à faire ça. On reformule pour s'assurer qu'on a bien compris c'était quoi le problème. Puis après ça, on les encourage à trouver leur propre solution. Ça, ben, c'est un peu difficile parce que c'est plus long. Puis c'est rare qu'une chicane va arriver quand on est justement assis en train de dire « Tiens, j'ai du temps pour régler une chicane. » Souvent, la chicane va arriver, on est en train de faire le souper, on est occupé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si une chicane éclate? On va aller les voir et on va dire « Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. » On règle la situation. Ça va beaucoup plus vite, mais on ne leur apprend pas à trouver leur solution. Donc, le plus possible, quand on n'a pas de souper qui est en train de brûler sur le rond, ben, on essaie de les accompagner pour qu'ils trouvent leur propre solution. Des fois, ça ne sera pas la solution que nous, on aurait choisie, mais c'est leur solution à eux, puis ça peut fonctionner quand même. Des fois, ça ne fonctionnera pas, puis c'est correct, ils recommenceront avec une autre solution. Puis bien, quand ils ont trouvé une solution, évidemment, on s'assure qu'ils le mettent en place, puis on les encourage, puis on leur... C'est rare qu'on dise aux enfants « Ah, bravo, vous avez trouvé une belle solution. » Souvent, on est comme un peu fâché du conflit, mais on peut leur nommer ça. Ben, je suis fière que vous ayez trouvé une solution au lieu d'arrêter de vous chicaner. Donc, on encourage vraiment quand ils sont capables de trouver des solutions par eux-mêmes. Est-ce que ça va pour les conflits? Je ne sais pas s'il y avait des questions, Lisa. Il n'y avait pas de question sur les conflits, mais quelqu'un avait posé une question. Comment identifier que l'enfant est stressé sans devoir utiliser ce mot en lui demandant? Je trouvais que ça allait un petit peu avec ce que vous étiez en train de nommer. Bien, moi, j'aime bien demander s'il y a quelque chose qui les inquiète. Surtout pour les petits, là, je trouve que le stress, des fois, c'est plus difficile à comprendre. Mais quand on leur demande, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète? Bien, des fois, ça passe bien. C'est un langage qu'ils comprennent mieux, là. Donc, des fois, c'est un mot qu'on peut utiliser. Mais tu sais, quand ils vieillissent, l'idée, puis c'est ce que je disais un peu au début, le stress, on a tendance à le voir de façon négative. Fait qu'il faut changer un peu ça. Tu sais. On peut les éduquer, nos enfants, sur il y a du bon stress, le stress est nécessaire dans notre vie, c'est normal d'en vivre. Tout le monde vit du stress. Puis essayer de normaliser le stress, puis après ça, bien, on peut facilement demander à notre enfant, y a-t-il quelque chose qui te stresse? Puis pour lui, ce n'est pas nécessairement négatif. Là. La gestion des écrans maintenant, c'est un autre sujet chaud en pandémie. Ça l'était avant, ça va l'être après. Ceux qui ont des ados, là, c'est pas mal sûr que vous êtes là-dedans dans la gestion des écrans, mais ça l'est encore plus en temps de pandémie, juste parce que on a perdu un peu d'autres options. On a moins de choses à leur proposer, fait que les écrans prennent plus de place. Donc, comment on peut
mettre en place des stratégies pour gérer les écrans. J'aimerais beaucoup vous dire qu'il y a une recette miracle. J'aimerais beaucoup vous dire une règle très claire de tel âge à tel âge, c'est tant de temps, mais ça n'existe pas, des recettes miracles. Ça dépend vraiment de plein de choses. Il y a des questions que vous pouvez vous poser qui peuvent vous aider à prendre des décisions. Par exemple, c'est quoi l'utilisation que mon enfant ou mon adolescent fait des écrans? Si on a un enfant de 7 ans qui passe son temps sur ses écrans à regarder des vidéos sur YouTube qui n'ont pas de contenu, bien, c'est très différent que si notre enfant de 7 ans passe des heures à parler à grand-papa, grand-maman sur FaceTime. T'sais. On n'est pas dans la même chose. Même chose avec nos ados. Si j'ai un ado qui regarde des photos sur Instagram à répétition, puis qu'on voit que ça lui engendre une espèce d'angoisse, puis une impression de ne pas être à la hauteur parce que lui, il ne se trouve pas beau ou il ne se trouve pas belle ou il trouve qu'il ne fait pas assez de choses parce qu'il voit juste des photos de beaux gars, de belles filles qui font des belles activités. Bien là, c'est très différent d'un ado qui chatterait avec, qui texterait avec ses amis, puis qui sont en train d'échanger sur ce qu'ils ont fait dans la journée, puis c'est positif. Même chose si on a un ado qui texte, mais il est toujours en conflit, il y a un peu d'intimidation là-dedans, ça le rend tout croche, bien, c'est différent aussi. Donc, on s'intéresse à qu'est-ce qu'ils font nos enfants sur leur écran. Ça va nous aider à dire, bien, est-ce que j'en permets plus ou est-ce qu'au contraire, il faut que je limite? C'est quoi l'impact sur lui? Donc, c'est la prochaine question. C'est quoi l'impact sur son fonctionnement? C'est une autre question qu'on peut se poser. Si je laisse du temps d'écran à mon enfant, puis qu'après ça, il est de bonne humeur, puis qu'il joue bien, puis que ça va bien, bien, ça va. Si je laisse du temps à mon enfant, puis qu'il est très irritant, à chaque fois que j'éteins l'écran, il est très irritable, il ne répond plus aux consignes, il s'oppose, mais peut-être que c'est trop d'écran pour lui. C'est variable d'un enfant à l'autre. Même chose avec l'adolescent. Si il fait des écrans avant de se coucher, puis qu'il a de la misère à s'endormir, puis qu'il a des troubles de sommeil, bien là, on va dire, oh, peut-être que c'est trop, peut-être qu'il faut que je ferme les écrans avant. Donc, on regarde comment l'enfant ou l'adolescent gère ça, puis c'est quoi l'impact sur son fonctionnement. Puis on regarde aussi, c'est quoi l'équilibre dans la vie de l'enfant? Est-ce qu'il passe tout son temps sur les écrans ou il passe une partie de son temps sur les écrans, mais il y a d'autres loisirs, il va patiner avec ses amis parce que là, ça, c'est permis. Il passe un peu de temps en famille, il lit, etc. Donc, est-ce qu'il y a un bon équilibre dans sa vie ou est-ce que les écrans prennent trop de place? Donc, c'est le genre de questions qu'on peut se poser comme parents. Sinon, quelques conseils, excusez. Donc, de mettre en place des consignes claires puis les maintenir dans le temps. Plus on va avoir un plan d'action, des consignes, des règles claires, puis connues, puis constantes, moins il va y avoir de chicanes en lien avec les écrans. Là, je vous donne un exemple. Chez moi, là, mes enfants ils ont du temps d'écran en revenant de l'école, pendant que je prépare le souper. C'est un moyen pour moi de survivre à la préparation du souper aussi. Donc, leur temps d'écran, c'est pendant que je prépare le souper. Ils savent, il n'y en a pas le matin, il n'y en a pas après souper. C'est connu, c'est toujours la même chose. Je ne gère pratiquement jamais de demande d'écran en dehors de ces temps-là. Par contre, en mars dernier, quand la pandémie est arrivée, bien là, je me suis retrouvée avec mes enfants à la maison à devoir travailler, etc., comme plusieurs d'entre vous, je suis certaine. Et là, c'était plus la même routine. Puis là, il y a eu des écrans un peu n'importe quand dans la journée, pas de la même façon d'une journée à l'autre. C'était très variable en fonction de mon horaire de travail. Et là, je me suis mis à gérer des demandes incessantes pour avoir accès à l'écran. Parce qu'il n'y avait plus de repères. Ils ne savaient plus quand est-ce qu'il y avait le droit, quand est-ce qu'il n'y avait pas le droit. Donc, puis le plus possible, on implique nos enfants dans l'élaboration de ces règles-là. Puis là, c'est sûr que si on 5 ans, 6 ans, c'est plus nous comme parents qu'on décide. Là. Mais quand ils vieillissent, qu'ils deviennent adolescents, mais le plus qu'on les implique, le plus qu'on a de chance qu'ils les respectent. Des fois, on peut être surpris. On leur demande qu'est-ce qui, selon toi, serait raisonnable dans le contexte actuel. Des fois, ils vont nous surprendre. Des fois, ils vont donner quelque chose de vraiment raisonnable. Des fois, non. Mais on regarde qu'est-ce qui est raisonnable pour lui, qu'est-ce qui est raisonnable pour moi,
Puis, on peut-tu faire un compromis là-dedans? Donc, on s'entend sur c'est quoi l'utilisation qu'on va faire des écrans. Puis aussi, on s'entend sur la façon de mettre en place ces consignes-là. Donc, si on a un ado, par exemple, qui joue à des jeux vidéo, pour nous, là, des fois, là, fermer le jeu vidéo, tu te dis c'est un jeu, là, c'est pas grave. Mais pour lui, c'est peut-être plus qu'un jeu. Il est peut-être en ligne avec ses amis. Peut-être que si on ferme son jeu et qu'il n'a pas fini sa partie, il va se faire juger de ses amis. Donc, il y a tout ça que nous, on ne voit pas des fois. Donc, s'entendre avec lui, ben OK, est-ce que tu veux que je te le dise 30 minutes d'avance? Comme ça, ben, tu ne commences pas une nouvelle partie. Ou est-ce que tu veux que ce soit moi qui te le dise ou tu mets une alarme? Donc, on s'entend avec notre ado pour dire comment on fait pour respecter les règles. Qu'est-ce qui arrive si on ne les respecte pas? Donc, on s'entend aussi sur les conséquences. On peut se fixer des défis familiaux aussi, de dire, tel jour, on ferme les écrans à partir de telle heure, ou puis là, ben, nous aussi, on embarque dans ce défi-là. Ça peut être une autre façon de faire. Idéalement, le moins possible d'écran dans les chambres à coucher, au moins durant la nuit. Là, le cellulaire pendant la nuit, là, vous seriez surpris à quel point il peut y avoir des textos pendant la nuit. Là, bien évidemment, ça nuit au sommeil. Donc, si on laisse le cellulaire en dehors de la chambre à coucher, de notre chambre à coucher aussi, idéalement, on ferme les écrans quand ils ne sont pas utilisés, juste pour ne pas avoir le bruit, le fond des écrans là, toujours présent. On aide notre enfant aussi à identifier des activités alternatives aux écrans. Puis là, je sais que les options sont un peu plus limitées, mais il y en a. Là, est-ce qu'on peut lire, écouter de la musique, aller marcher dehors? Bon, là, il y a un petit peu plus de permission pour le dehors. Fait qu'est-ce qu'on peut rencontrer un ami pour aller patiner, marcher, etc. Donc, on regarde avec l'enfant s'il y a d'autres possibilités pour l'aider un peu à combler les temps sans écran. Puis être présent, engagé, puis ouvrir le dialogue. Donc, s'intéresser à ce que nos amis voient, à ce que nos enfants voient sur les écrans, puis qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans? Est-ce qu'ils peuvent nous enseigner? Peux-tu nous montrer comment ça fonctionne, Snapchat? Puis, donc, on peut s'intéresser à ce qu'ils aiment, puis ça l'ouvre le dialogue, puis c'est une belle façon, des fois, d'entrer en communication avec eux. Puis, on agit en modèle, donc on respecte, nous aussi, les mêmes consignes qu'on a mis en place, là, c'est important. Quelques pièges à éviter, ben, ça va revenir un peu au même. Peut-être un piège à éviter, bannir complètement les écrans, parce que plus c'est interdit, plus c'est attrayant pour les adolescents. Consulter les comptes de nos enfants sans leur dire aussi. On risque de briser la confiance puis de nuire à la communication qu'on a avec notre enfant. Donc, on peut les consulter, mais on lui dit. Donc, c'est ça, ne pas s'intéresser au contenu, on en a parlé. Ne pas répondre aux questions du jeune concernant notre propre utilisation. On peut leur parler de l'utilisation qu'on fait avec les écrans. Faire le contraire de ce qu'on lui demande, bien évidemment, là, on essaie de respecter les mêmes règles. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec les écrans? Puis après ça, je termine avec ça. Oui, en fait, il y a des commentaires à l'effet qu'il y a des applications de contrôle parental, quelqu'un nommait le Hour Pact. Il disait que c'était très intéressant, qu'il peut y avoir une gestion même des applications et qu'on peut même gérer le temps d'écran à distance. Alors voilà pour un petit truc. Pour les ados, qu'est-ce que vous conseillez quand le même écran est son outil d'enseignement et de devoir, en plus d'être son contact avec les amis et les jeux? C'est difficile de savoir ce qu'il y fait réellement. Oui, bien ça, vraiment, c'est une problématique qui est nommée beaucoup, là. C'est très difficile à contrôler, surtout quand ils sont avec l'école à distance, puis qu'ils ont leur caméra, leur micro fermé, qu'est-ce qu'ils font réellement sur leur tablette? C'est difficile, donc on peut pas avoir un contrôle absolu là-dessus, c'est plus de le sensibiliser à l'impact que ça peut avoir. Est-ce qu'on voit des diminutions dans ses notes? Est-ce qu'on voit une diminution de sa motivation? Mais tu sais, on a le contrôle qu'on a, puis les adolescents, ils doivent se responsabiliser aussi, puis faire face un peu aux conséquences que ça va leur amener. Mais c'est vraiment un enjeu réel. Puis souvent, là, juste dire que les heures passées devant l'écran à faire des travaux, souvent ne sont pas comptabilisées dans les heures d'écran, même si c'est un écran. Là.
mais on ne le comptabilise pas comme dans les heures de loisir d'écran. Mais ça fait que nos enfants, en ce moment, des fois, passent des journées complètes là, devant l'écran. Donc, c'est vraiment pas optimal, là, effectivement. Puis merci pour les partages. Puis un autre petit truc aussi, là, fermer le Wi-Fi à partir de telle heure dans la maison. C'est un truc souvent qui fonctionne bien parce que c'est comme si c'est une entente familiale, le Wi-Fi ferme toute seule. Fait que ça ne vient pas de vous, c'est pas une demande. Ils savent à partir de telle heure le soir, il n'y a plus d'accès à Internet. Donc, c'est un autre truc. Donc, comment mettre en place un cadre bienveillant à la maison qui va respecter les besoins de chacun? Bien, ce que j'ai le goût de vous proposer, c'est de vous asseoir en famille pour le définir ensemble, ce cadre-là. On s'assoit en famille, on regarde qu'est-ce qui nous fait du bien dans notre famille. Puis là, pour chacun, qu'est-ce que tu aimes, toi, quand on est en famille? Qu'est-ce que tu aimes moins quand on est en famille? Qu'est-ce qui te cause du stress? Puis, en arrière de ça, on essaie d'identifier, mais c'est quoi les besoins de chacun? Peut-être que notre ado, là, il en a besoin du temps individuel à sa chambre, dans sa bulle. Peut-être que nous, on a besoin du temps pour prendre soin de nous. Peut-être qu'on a besoin du temps en famille, puis on a besoin qu'on passe au moins le souper en famille à échanger. Donc, on essaie de voir. Puis peut-être que le petit frère, lui, ben, il a besoin d'un temps où on joue à un jeu de société, tout le monde en famille. Donc, on essaie de voir c'est quoi les besoins de chacun. Puis après ça, ben, on dit, OK, bien là, sachant ça, là, parce que là, on a discuté, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous fait moins de bien? Qu'est-ce qui nous stresse en famille? C'est quoi nos besoins individuels? C'est quoi nos besoins familiaux? Bien là, après ça, on s'entend ensemble, on discute de, ça serait quoi les solutions pour essayer de répondre à tous ces besoins-là? Est-ce qu'on peut se mettre en place une routine, un horaire, un cadre pour essayer de répondre à ça, où ce que chacun pourrait avoir une partie de ses besoins. Donc, on a besoin de passer du temps en famille, on détermine ensemble qu'on soupe ensemble. Tous les soupers, on les prend ensemble, mais après, tu as besoin de ta bulle individuelle, fait que je te laisse aller dans ta chambre pendant 1 heure et demie, ou peu importe. Donc, on regarde avec chacun pour que chacun contribue un peu à définir. On peut faire une liste d'activités aussi qu'on aime faire, puis après ça, piger dans ces activités-là. Donc, la situation actuelle nous a chamboulé dans nos routines, là, beaucoup. Donc, comment on peut rétablir une routine? C'est important, la routine. Ça n'a pas besoin d'être une routine super rigide. Ça peut être une routine flexible, mais avec certains principes de base où on dit, ben, c'est quoi les heures de lever? Qu'est-ce qu'on permet la semaine, la fin de semaine? Les repas, comment ça se passe la semaine, la fin de semaine? Les temps pour faire les activités, comment ça se passe? Des activités en famille, des activités individuelles? Des temps pour prendre soin de nous, des temps pour être ensemble. Donc, on définit tout ça, mais on le définit ensemble, puis on s'en parle. Puis des fois, juste de s'en parler, bien, ça nous permet de mettre en place des moyens qu'on n'aurait pas imaginés toute seule comme parents. Puis nos enfants, des fois, ils sont surprenants, puis ils ont des bons moyens, puis ils nous amènent ailleurs. Donc, ça vaut la peine d'ouvrir le dialogue avec nos enfants. Je vous les ai laissés comme un petit aide-mémoire, là, pour vous rappeler des choses à explorer. Donc, les facteurs qui nous font du bien, les facteurs qui nous stressent, le contrat et les engagements pour le temps d'écran. Qu'est-ce qu'on a convenu ensemble? Nos besoins individuels, c'est quoi? Nos besoins familiaux, c'est quoi? C'est quoi notre plan de match pour le confinement? Donc, notre routine, sur quoi qu'on s'entend? C'est quoi nos règles? Puis, on peut même se faire une petite phrase codée, de dire, OK, bien là, quand on dit cette phrase-là, ça veut dire stop, là, on se laisse du temps pour respirer, ou OK, stop, on s'en va dans notre chambre, ou bon, on peut se faire des petites phrases codées comme ça qui nous fait prendre conscience que là, on déroge un peu, puis peut-être qu'on ne répond pas là, aux besoins de chacun. Je vous ai laissé quelques suggestions de livres. Donc, des livres sur la gestion du stress principalement, la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, et quelques livres à découvrir avec vos enfants. Donc, ça, c'est un lien vers la bibliothèque du CHU Sainte-Justine. Puis, il y a une panoplie de livres
pour les enfants, pour les adolescents, sur plusieurs problématiques. Je vous ai laissé un lien aussi vers une web-série, La santé mentale pour vos ados. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ça parle de santé mentale à vos ados. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est bien fait. Puis une série pour vous comme parents d'ados, ceux qui ont des ados. Donc, ce qui est intéressant dans cette web-série-là, c'est qu'on a des conseils des experts, mais on a l'opinion des ados. Fait que c'est comme si ça nous donne accès un peu à leur monde et à leur façon de voir les choses. C'est vraiment bien fait. Je vous informe aussi que s'il y en a parmi vous qui sont plus inquiets au niveau de l'anxiété, on a sur notre site web, là, on a développé 14 capsules qui reprennent le contenu d'une formation qu'on donnait aux parents sur l'anxiété puis la gestion de l'anxiété. Donc, vous pouvez là, aller visionner ces capsules-là à votre rythme, puis vous allez avoir plein de stratégies sur comment prévenir ou réduire l'anxiété chez vos enfants. Puis je vous laisse des ressources aussi. N'hésitez pas si vous voyez que ça va moins bien dans votre famille ou si vous êtes inquiet par rapport à un de vos enfants, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Donc voilà, je ne sais pas si Lisa, il y avait des questions. Oui, il y avait une autre question concernant les écrans. Comment faire pour gérer la différence de règles entre des enfants d'âge différents? J'ai un enfant au primaire qui n'utilise presque pas d'ordinateur pour étudier. Il y a un autre enfant au secondaire qui, lui, utilise beaucoup son ordinateur pour ses études. C'est une source de conflit. L'écran, l'ordinateur pour les travaux, c'est comme s'il faut le considérer à part. Mais je comprends que pour le plus petit, peut-être qu'il aurait le goût d'utiliser plus l'écran, mais c'est plus de lui expliquer. Puis lui, quand il sera rendu à cet âge-là, aura plus de droits au niveau de l'écran, mais peut-être distinguer ça, c'est pour les devoirs, c'est pour l'étude, puis c'est la façon au secondaire qu'ils ont d'étudier versus des loisirs. Le plus grand n'est pas en train de faire des loisirs sur l'ordinateur, il est en train de faire ses devoirs, il est en train d'étudier, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais au niveau des loisirs sur l'écran, ben là, les règles peuvent être semblables ou s'il y a vraiment un grand écart d'âge, mais comme toutes les règles dans la maison, il va y avoir un écart, puis il faut s'adapter à l'âge, puis il faut leur expliquer cet écart-là. Puis des fois, le petit a des privilèges que le grand n'a pas aussi. Donc, tu sais, on peut inverser pour essayer de voir qu'est-ce qui est juste aussi, là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On a une question. Il y a plusieurs parents là, qui nous ont rapporté avoir des préoccupations par rapport à l'anxiété. Est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Oui. Le stress, on en a parlé, hein? C'est une réaction d'alarme à une situation qui est concrète, qui est réelle. L'anxiété, c'est un peu différent. L'anxiété, elle va se manifester devant l'anticipation d'une situation. Donc, la situation, elle n'est pas devant nous, elle n'a pas besoin d'être réelle pour déclencher des manifestations d'anxiété. Par exemple, si je me promène dans la forêt, je tombe face à face avec un ours, l'ours il est là, c'est une réaction de stress. Par contre, si je ne vais plus en forêt parce que j'ai peur de peut-être rencontrer un ours, bien, à ce moment-là, je suis en train d'imaginer qu'il y a un ours. L'ours, il n'est pas là, mais j'ai la même peur que si je tombais devant l'ours. Donc là, on va parler d'anxiété. Souvent, on dit l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc, on est une étape en avance avec l'anxiété. Par contre, même si la situation, elle n'est pas réelle, elle n'a pas besoin d'exister pour de vrai parce qu'on s'imagine des scénarios, la peur, elle est réelle. Puis le mal de ventre qui vient avec, il est réel. Donc, nos enfants n'inventent pas d'avoir peur. Donc, il ne faut pas non plus banaliser cette peur-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anxiété, c'est normal. Tout le monde vit de l'anxiété. Il n'y a pas si longtemps, là, dans la période de Noël, à la fin, là, on entendait des rumeurs qu'elle allait fermer les écoles primaires plus longtemps. J'ai 2 enfants d'âge primaire, donc je me suis mis à m'imaginer des scénarios. Je me disais, oh, ils vont fermer les écoles plus longtemps, on va se retrouver comme en mars à devoir gérer les enfants à la maison en même temps que travailler, en même temps que faire l'école à la maison. Puis je me suis mis à me faire des scénarios. Mais il n'y avait pas annoncé qu'ils fermaient les écoles plus longtemps. Donc, ça en est une réaction d'anxiété. Je m'imaginais des scénarios alors que la situation, elle n'était pas encore arrivée. Puis elle n'est pas arrivée finalement. T'sais. Donc, on en vit tous d'anxiété. C'est normal d'en vivre. Ça devient problématique
quand ça occasionne de la souffrance dans la vie de la personne, quand on se sent plus bien, ou quand ça nous empêche de bien fonctionner. Les enfants qui ne vont plus à l'école ou qui ont peur d'aller à l'école, qui s'empêchent de faire des activités, qui sont rendus avec une toute petite bulle de confort puis qui ne veulent pas sortir, qui ont peur de tout, etc. Donc, quand ça nous empêche de bien fonctionner, là, c'est important de mettre en place des stratégies. On avait une dernière question, mais dans le fond, vous y avez répondu en partie. On voulait savoir comment fait-on pour voir les manifestations d'anxiété chez notre enfant? Les manifestations d'anxiété chez l'enfant, ça peut être très variable d'un enfant à l'autre. Il y a certains signes qu'on peut remarquer, là. Donc, des enfants qui auraient des troubles de sommeil, c'est un exemple. Mais là, c'est pas quand un enfant vit de l'anxiété, il n'y a pas tout ce que je vais dire, là. C'est vraiment, ça dépend d'un enfant à l'autre. Mais ce qu'on peut essayer de remarquer, c'est quand il y a des troubles de sommeil, il ne dort pas bien. Des enfants qui ont besoin de constamment être rassurés. Là, je dis des enfants, là, mais c'est la même chose pour les adolescents. Donc, qui posent énormément de questions sur comment ça va se passer, puis on leur répond, puis là, 5 minutes après, ils nous reposent la même question. Ça peut être un signe. Beaucoup de peur qui amène les enfants à éviter certaines situations, des refus d'aller à l'école ou de faire certaines activités. Tous les maux physiques, là, les maux de ventre, les maux de tête, les vomissements, les tensions musculaires. Donc, quand ça revient à répétition, ça peut être des signes d'anxiété, puis là, ben, l'anxiété, des fois, elle va se cacher derrière certains autres comportements, d'irritabilité, des crises de colère, des crises de larmes, de l'opposition. L'opposition, elle est très présente en anxiété parce que la façon, des fois, d'éviter certaines situations, ben, c'est de s'y opposer. Donc, des fois, il faut aller voir un peu en arrière de l'opposition. Est-ce qu'il s'oppose pour s'opposer ou est-ce qu'il s'oppose parce qu'il est inquiet et il a peur d'affronter la situation? Donc, parfois, ça peut être caché par des comportements perturbateurs. Sinon, des enfants qui s'isolent, qui ont de la misère à faire des amis, qui ne veulent pas sortir. Nos ados là, qui restent dans leur chambre, qui n'ont pas le goût d'aller voir des amis, qui n'ont pas le goût de sortir de leur chambre, qui restent toujours à la maison, ça peut être des signes d'anxiété. Des enfants, des adolescents qui essaient de tout contrôler pour essayer d'éviter le plus possible les imprévus, ça peut être un autre signe. Puis parfois, c'est difficile à déceler l'anxiété parce que certains enfants anxieux qui essaient de passer complètement inaperçus. Il faut être sensible à ces signes-là parce que parfois, ils réussissent bien à l'école, ils ne dérangent pas en classe, ils veulent passer complètement inaperçus. Donc, on en échappe des enfants qui vivent l'anxiété aussi. Donc, c'est de rester vigilant là, par rapport à ces petits signes-là. Merci, Joëlle. C'était super intéressant. C'était moi-même la première fois que j'entendais cette conférence-là de Joëlle et j'ai trouvé que tu avais des exemples là, vraiment concrets, des trucs concrets. Je suis certaine qu'on est tout plein de parents à s'être reconnus dans tes exemples ce soir et tout ce que tu as nommé va nous être très utile dans notre gestion familiale. Un gros merci à toi. C'est déjà le temps de se quitter. Je vous rappelle que le webinaire de ce soir est enregistré. Donc, je vous dirais, là, demain matin, surveillez vos courriels. Vous allez recevoir le lien où est-ce que vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation PowerPoint de Joëlle. Donc, vous allez avoir accès là, à tous les ressources qu'elle a mis à la fin avec les hyperliens. Ça va être super facile pour vous là, de récupérer tout ça. On va en profiter pour vous envoyer un court sondage d'évaluation. Donc, on vous invite à y répondre en grand nombre. Ça va nous permettre de nous améliorer et de vous offrir d'autres types de webinaires. Finalement, pour ceux que ça peut intéresser, il nous reste 2 autres webinaires cette semaine. Donc, demain midi, c'est un webinaire sur justement l'engagement et le sentiment de compétence des parents dans la réussite éducative de leur enfant. Et vendredi, c'est une conférence avec Guillaume Vermette, qui est un clown humanitaire. La conférence, c'est faire une différence positive autour de soi. Donc, 2 autres webinaires là, super intéressants. Ma collègue Lisa là, va vous mettre le lien pour vous inscrire dans l'onglet discussion si ça vous intéresse. Finalement, hier, on avait justement une conférence aussi avec Joëlle sur l'anxiété. Elle a abordé certains aspects ce soir, mais si vous avez le goût là, de creuser un petit peu plus le sujet, puis c'est une préoccupation que vous avez,
au même endroit où est-ce qu'on retrouve l'ensemble de nos webinaires là, sur notre site jpsestrie.ca. Vous allez pouvoir récupérer l'enregistrement puis le PowerPoint de hier. Sinon, ben, c'est sûr et certain que pour ne rien manquer de toutes nos activités, nos offres de webinaires, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, Persévérance scolaire Estrie. C'est la meilleure façon d'avoir l'information en continu. Et encore une fois, ben, je vous remercie grandement de vous être joints en si grand nombre ce soir. Encore merci, Joëlle, pour ta disponibilité. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.